Encore quelques mois à attendre, les amis, avant la nouvelle édition des 24 Hours at Daytona. Mais c'est ça qui est beau. Quelques secondes avant le départ des Rolex Daytona 24 at Dalyshus. Et oui, on a une équipe de folie. Daniel au volant de sa Rolex Daytona, référence 116 520, cadran noir. Et oui, les amis, allez, on embraye. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Daniel. Salut Xavier. Ça va? Ça va bien? Ça y est, t'as embrayé, première, seconde, deuxième, troisième? Ça y est, quatrième, cinquième, voire même plus. Oh, c'est beau les amis, on n'en a pas pour 24 heures, on va essayer de faire moins d'une heure. Hein. C'est parti mon kiki. Alors, montre-moi, t'es au volant de quelle bagnole là? Eh ben voilà, la 116 520 fond noir, comme tu peux la voir. Je vais te la faire essayer. Ah, le test du poignet, Voilà. Les amis. Est-ce que je vais avoir le droit de monter dans son écurie? Superbe. 116 520 de quelle année? 2002. Voilà, c'est... Elle fête bientôt ses 20 ans? Exactement. Je l'ai acheté... Tiens. Merci. J'ai amené une petite lippe vintage chinée, les amis, avec un boîtier Sympa. fort sympathique, tout petit. On va voir s'il arrive à la mettre. Tu connais le concept de l'essai, c'est que si ça me va, je repars avec. Et ben voilà, c'est moi qui vais finir la course, les amis, je me la donne bien, je suis au volant comme ça, à fond les ballons. Alors, tu l'as acheté neuve en 2002? Exactement. Ah, je l'ai acheté neuve en magnifique, 2002. En fait, ce qui s'était passé, c'est que, et donc je pense qu'on en reviendra à ces sujets de revendeurs, d'AD, de distribution, tout ça. Bah, comme beaucoup de gens, c'est une pièce que, voilà, c'est ma première pièce, enfin... J'avais reçu pour mes fiançailles une Breitling que je pourrais peut-être te présenter un jour, que j'ai vraiment conservée, qui est vraiment ma première belle montre, entre guillemets. Ouais. Et celle-ci, ça a été, voilà, une recherche qui m'a pris du temps, etc. Et en fait, moi, je me fais vraiment un point d'honneur à systématiquement acheter au prix auquel la pièce est vendue, et donc à un prix catalogue. Ouais. Donc ça fait partie de mes valeurs et en tout cas de mon mode opératoire. Et en 2002, 6 300 €. 6 300 € en 2002, voilà, les amis, ça chauffe là. Voilà. On est à plus du double. Oui, plus du double. Et puis aujourd'hui, celle-ci, je sais pas, mais elle doit valoir... une vingtaine, ouais, 20, plus 25, cher. Ouais. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette Breitling? On en reparlera tout à l'heure forcément dans Souvenir. Oui. Mais c'est un chrono? Oui. Donc tu as un petit problème avec les chronos? J'adore les chronos. J'aime bien. Je trouve que c'est, il y a un côté complication, il y a un côté, c'est une sorte d'occupation visuelle. Ouais. Hein, ça occupe le regard. Ça se touche, ça se regarde, ça se manipule. Enfin, on appuie sur des boutons. Enfin, voilà. Et donc Breitling fait partie aussi des marques que t'appuies vraiment sur les boutons de ta Rolex Daytona? Oh, de temps en temps. De temps en temps. Mais pour appuyer sur les boutons, vous savez que j'aime vous chauffer, les amis, mais il faut les dévisser. Il faut les dévisser, voilà. Le truc qui est quand même super pratique. Donc juste, je t'informe quand même, les amis, pour faire les prises de vue, j'ai dû dévisser un bouton pour lancer la trotteuse. Donc attention à l'étanchéité. Oui, tu vois, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai ce même problème avec celle qui est fond blanc, parce que j'ai la chance d'en avoir une qui est sortie en 2016, là. Donc une autre Déto, la même, 116 520? C'est ça. Cadran blanc. Cadran blanc, céramique noire. Ah, la 500, 116 500. La 500, ouais. Et en fait, je pense que j'ai dû être un peu imprudent, et ce qui fait que je commence à avoir un peu des taches de problèmes d'étanchéité sur la vitre, quoi. Donc il va falloir que je fasse... T'as un peu de buée? Ouais. Ok, les amis, ça peut arriver, il faut être prudent, ma foi, mais quand on fait les 24 heures de Daytona, en fait, on plonge pas, on n'est pas dans la piscine. A priori, il fait chaud dans la bagnole. C'est ça. Hein, quand même, donc tu l'as acheté en 2002, tu as mis combien de temps à la trouver? Et avant de la trouver, tu as mis combien de temps à te dire c'est une Daytona que je cherche? Alors en fait, j'ai eu, on va dire, vraiment le coup de cœur pour cette Daytona, et le fond noir précisément, ce modèle-là. Ouais. Je l'avais vu chez une personne, je peux te dire que c'était à l'été, alors c'est bien longtemps avant, hein. Ça devait être à l'été 96, c'était l'été qui précédait mes 20 ans, en fait. Et j'ai eu une sorte de, on va dire, un peu de choc émotionnel quand je l'ai vu.
Ouais. parce que je me suis dit, en fait, ouais, c'est exactement celle-là que je veux. Je savais que effectivement, Mais tu voulais une Rolex. Je voulais celle-ci. Ah, ok. Je voulais cette Daytona-là, enfin ce modèle-là, parce que chrono, parce que aussi j'avais compris que c'était pas évident à avoir, et puis j'aime bien ce côté un peu, si tu veux, un peu recherche, un peu complexité. Et du coup, été 96, été 2002, voilà, hein, j'ai mis 6 ans, voilà, à réussir. Donc je pense que j'ai vraiment commencé mes recherches actives, parce que financièrement, je pouvais pas me le permettre non plus à l'époque. J'ai dû commencer en début d'année 2002, quelque chose comme ça. Ouais, début d'année, premier trimestre 2002. Ouais, c'est ça. Donc ça Et t'a donc ça t'a marqué bien avant. Bien avant, ouais. D'accord. Et entre début d'année 2002 et le moment de l'achat, il y a combien de temps? 6 mois. Et ça a été difficile? Franchement, non. Parce que c'est très difficile aujourd'hui, voire impossible. Mais à l'époque, c'était un peu plus facile. Alors justement, c'était quand même difficile. Et puis alors, on en reviendra, mais effectivement, je me suis fait remercier par tous les AD de l'époque que je ne vais pas citer. Voilà. On t'a pris pour un guignol? Ouais, vraiment, ouais. Vraiment, parce qu'en fait, on me dit, mais monsieur, tout le monde la veut. Mais non, ce n'est réservé qu'à une certaine catégorie, que si vous achetez, que ceci, non, mais vous êtes trop jeune, non, mais vous êtes qui, non, mais ceci, non, mais cela. Et en fait, moi, alors je sais que tu avais dit dans une des émissions que, en fait, tu comprenais un peu cette démarche qui consiste à dire, on ne va pas chez un AD ou on ne va pas chez quelqu'un pour lui dire, je veux le top modèle du truc, alors que je ne suis pas client chez vous. Moi, je pense que ça reste du commerce quand même. C'est-à-dire qu'on a le droit de rentrer chez Rolex en disant, j'aimerais bien ce modèle-là. Donc, faites un effort, ou faisons un effort tous les deux, faisons connaissance. Vous saurez qui je suis, vous saurez, voilà. Et puis, je serai client chez vous, certainement pour autre chose. Enfin, et donc, en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, et ce que j'ai compris qu'il fallait que je fasse, et ce que j'ai fait pour la suite, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je m'approvisionne à l'étranger. Et donc, en fait, à l'exception... donc j'ai un certain nombre de modèles de montres et j'ai vraiment de la chance. Je suis privilégié. Mais les 3/4 des modèles que j'ai sont achetés à l'étranger. Ouais, alors tu soulèves deux choses. L'achat à l'étranger, oui. On va en parler un petit peu plus avec toi, et par rapport à la notion de commerce. Oui. Je te rejoins complètement. Oui. C'est justement parce que c'est du commerce que quiconque peut rentrer dans une boutique et faire le forcing et s'y prendre comme il veut, avec un minimum d'éthique et de morale. Bien sûr, d'accord. Bien sûr. Mais que de la même façon, l'AD, un distributeur, c'est pas forcément le détaillant. Le détaillant, il peut être en dessous. Oui. Et dans la boutique, après, il y a le vendeur. D'accord. Mais ils font du commerce. D'accord. Donc, quand tu sais que tu as peu de modèles de ce type-là et que tu as tous tes clients multirécidivistes qui te disent, quand vous l'avez, je la prends, tu fais du commerce. Et quand tu fais du commerce, à un moment, c'est de te dire qu'est-ce qui est plus intéressant pour mon point de vente, pour mes marges, pour mon business, etc. Est-ce que c'est de vendre un modèle au premier qui vient, que je ne reverrai jamais, il n'est pas d'ici, d'accord, ou à un client qui, je sais, m'achète 1, 2, 3, 4 montres, 5 montres chaque année. Il n'y a pas de bonne décision ou de mauvaise décision. Dans les deux cas, c'est du commerce. Voilà, donc... Mais il n'y avait pas cet effort, en tout cas, tous les AD et tous les vendeurs et toutes les boutiques ne font pas du tout cet effort-là, de se dire je vais me cantonner à la vue d'une personne, je ne vais pas gratter, je ne vais pas faire connaissance, je ne vais pas demander est-ce que ah ouais, vous êtes de Paris, ça peut être sympa, on peut se rencontrer, on peut discuter, mais qu'est-ce que vous cherchez, mais ceci, ok, Daytona, oui, mais encore, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous... Tu vois, il y a ce côté, en tout cas, à cette époque-là, ça n'existait pas trop. Aujourd'hui, c'est très comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Justement, puisque, au final, tu as réussi à l'acheter, oui. Ce qui est, honnêtement, on ne va pas se mentir, les amis, très différent aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Beaucoup plus difficile. C'est vrai. D'accord. Il y a une clientèle internationale qu'il n'y avait pas à l'époque. Le business des montres, aujourd'hui, c'est un business de touristes. C'était un business du touriste jusqu'au premier confinement en mars 2020. Faut pas l'oublier. Qu'est-ce qui fait que, alors que tu as quand même réussi à l'obtenir assez rapidement, même si, à l'époque, tu pouvais déjà te dire que c'était beaucoup trop long, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit je vais aller voir à l'étranger, petit 1, et petit 2, pourquoi à l'étranger ça se passe mieux ? En fait, moi de nature, je vais pas dire que j'aime la difficulté. Voilà, c'est un peu ça. J'aime bien
j'aime bien l'effort, j'aime bien un peu le labeur, tu vois, j'aime bien ce côté-là, dans tout. Donc j'aime bien réussir à avoir le truc, c'est important, et même, on en parlera après sans doute dans la prochaine montre, etc. Donc il y a un certain nombre d'autres pièces, d'autres modèles que j'attends depuis X, etc. Et j'aime bien ce côté un peu attente. Tu vois, il y a ça aussi. Donc ça se mérite. Ah oui, complètement. À moi, si ça avait été... Enfin, franchement, il suffisait de rentrer dans une boutique pour dire, bah voilà, je veux ça, je l'ai, ça serait pas du tout la même chose. Okay. Vraiment, c'est un truc... Donc c'est pas si négatif que ça. Non. Voilà, il y a une notion de quête. Oui, il y a une quête. Les amis, quand on achète le Graal... si un jour vous vous êtes dit, ça y est, j'ai trouvé mon Graal, dites-vous juste simplement une chose. Le jour où vous l'avez payé, une seconde après, il y a un autre Graal qui apparaît. Donc vous méprenez pas sur la notion de Graal. Donc en fait, c'est comme le bonheur, ça n'existe pas, ce qui compte c'est le chemin. Exactement ça. Et c'est vrai que ça, tu confirmes ce point de vue-là. Complètement. Vraiment complètement, c'est fondamental. Je me permets de te challenger parce que sinon, comme on est d'accord, je veux dire, je suis obligé de faire Satanas alors que lui c'est Diabolo, quoi. Vous voyez, donc je vais le faire chier un petit peu. Excusez-moi, je vais le taquiner. Vas-y, tu peux. Mais si tu te mets à la place d'un jeune qui a 18, 20, 25, machin, etc. Il a la chance, peu importe les raisons, d'avoir les moyens d'essayer de s'acheter une Submariner, une GMT Master, voilà, entre 7, 8, 10 000 balles, 9, etc. Et on les prend pour des guignols, les jeunes. On les prend pour des demeurés, pour des bouffons quand ils viennent en boutique. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour tu vois, accrochez-vous. Alors justement, tu vois. C'est précisément mon argument, ce que je dis, enfin, mon argument contre, entre guillemets, un certain nombre d'AD, et je veux pas tous les mettre dans le même panier, parce que je sais qu'il y en a qui font très bien leur métier, y compris chez Rolex, etc. Voilà, mais justement, c'est dire à ces jeunes de frapper à toutes les portes, d'essayer d'aller discuter avec un maximum de chargés de dossiers, de chargés de vente, je sais pas comment on peut appeler ça comme ça, des commerciaux, et de se dire, bon bah, en gros, imposez-vous de manière à vous faire connaître et savoir un peu quelle est votre moralité, quelle est votre vraie intention, est-ce que c'est vraiment un rêve, est-ce que c'est vraiment une quête, etc. Et là où je pense que l'étranger s'impose quand même, c'est qu'à l'étranger, ils ont beaucoup plus la notion de business que nous ici en France. À l'étranger, c'est ok, on peut être pote, on peut discuter, mais on est là pour bosser, on est là pour... Moi vendeur, je suis là pour te vendre et toi, tu es là pour m'acheter. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, il y a une transaction qui va se faire, et les gens qui sont à l'étranger, ils ont beaucoup moins, on va dire, un peu de moralité ou tu vois, qu'ici en France, quoi. Ouais, mais là, j'ai quand même l'impression, quand tu parles de ça, c'est que tu conseilles aux jeunes, c'est vrai. Ouais. Présentez-vous, expliquez, montrez que vous n'êtes pas simplement de passage, et que, puisque la crainte d'un AD, c'est simplement de vendre une montre et que derrière, elle se retrouve sur le marché gris ou sur le bon coin, etc. Mais dans ce que tu précises sur l'étranger, je pense quand même qu'il y a aussi une logique de... c'est comme l'agriculture, les amis. Il y a l'agriculture extensive ou intensive. Extensive, c'est je n'essaye pas d'améliorer ma façon de cultiver, mais j'étends la taille des terres que je cultive. Et l'agriculture intensive, c'est sur une surface donnée et qui ne peut pas grandir, j'essaye de constamment faire mieux. Il faut faire mieux, mais tu es quand même allé chercher un potentiel plus large. Et donc, si tu toques à 50 portes différentes pour avoir une montre, tu as plus de chances d'en avoir une que si tu toques à 10 portes. C'est sûr. Donc c'est pour ça que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Faut pas avoir peur de voyager, faut pas avoir peur, tu vois, de sortir un petit peu des sentiers battus. Faut pas avoir peur d'échanger, de perdre du temps en sachant que potentiellement tu es sur une piste qui n'aboutira à rien, etc. Jusqu'au moment où ça va marcher, quoi. T'as vu comme elle me va bien? Ah, ça c'est... Franchement, tu vas finir par aimer Rolex. Putain, la vache, les amis. Vous savez bien que j'aime Rolex, mais à un moment, c'est tellement facile de vous charcuter, les amis. Vous connaissez l'expression, qui aime bien charcute bien, donc c'est avec grand plaisir. Écoute, c'est ça. Moi, franchement, ça m'emmerde de te laisser ma lippe, mais je prends avec grand plaisir cette déto. D'ailleurs, si on revient au produit lui-même... T'as une trajectoire un peu automobile et tout ça avec les chronos ou pas tant que ça? Non, pas tant que ça, non. Vraiment pas tant que ça. Moi, Daytona,
ça m'inspire plus les motos que les voitures. Mais effectivement, non, pas spécialement fan d'automobile plus que ça, quoi. D'accord, ok. C'est quoi le petit adjectif que tu lui donnes à celle-là, quand même? Parce qu'elle a bientôt 20 ans, tu vois, c'est quoi? 20 ans, c'est noce de papier? Ouais. Noce de carton? Noce de... Je n'ai même pas vérifié encore. Non, après, c'est vrai que c'est l'adjectif, il y en a beaucoup, hein, iconique, etc. Ah non, mais attends, c'est ton adjectif à toi. Non, en fait, c'est incontournable. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est un modèle, de manière générale, c'est un modèle qui est vraiment incontournable. Dans mon cas particulier... Cette Daytona-là ou la Daytona? Parce que là, il ne sait pas, je vais le mettre dans l'embarras pour le fun, hein, mais tu en as deux de Daytona, tu as celle-là. Je dirais celle-là. Ouais. Celle-là est incontournable. Celle-là est incontournable. Et là, celle en céramique, la 116-500 cadran blanc que tu as? L'adjectif? Non, mais est-ce qu'elle est incontournable? Incontournable, non. Ah ouais. Elle est sublime. Les amis, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez de ça. Je me suis dit, je vais lui poser la question et je pense qu'il va me dire qu'elle n'est pas incontournable. Voilà. Donc tu préfères celle-là? Je pense, oui. Ouais. Mais alors, forcément, celle-là, c'est la première. C'est quasiment la première, ou voilà, etc. Mais est-ce que c'est la seule raison? Parce que je repense à Johan, les amis, le photographe, aventurier, avec qui on a fait un superbe duel time. Il y a des photos absolument magnifiques avec sa 14-060M, hein, donc une Submariner. De lignes, très belle, etc., qui a une Daytona 116-500, et en fait, il ne l'aime pas. Et il en a rêvé à peu de choses près, et puis depuis qu'il l'a, en fait, il l'a, et puis il se passe rien. En fait, je me suis dit, alors ça fait partie aussi en tout cas de ce que j'aime dans les montres, c'est que donc j'adore ça, je ne suis pas du tout spéculateur, revendeur, etc., mais en fait... pour moi, c'est une forme aussi d'investissement, en fait. Bien sûr. C'est une forme d'investissement, c'est-à-dire que je me dis que les pièces qui m'intéressent... Alors, je n'achète pas les pièces parce qu'elles ont une valeur ou parce qu'elles se revendent bien. En général, c'est forcément parce qu'elles me plaisent. Mais je m'assure que quand elles me plaisent vraiment, ce soit un investissement qui soit sûr. Voilà. Je ne cherche pas à doubler, tripler, etc. Ce n'est pas du tout l'objectif. Mais ça fait partie, voilà. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, au moment où elle est sortie, la 116-500, et je trouvais que le blanc, alors je n'avais pas de fond blanc, c'était ça, et le céramique noir, ça rappelait un peu les modèles un peu d'antan, c'est ça qui m'a vraiment poussé à la voir. Bon. Mais celle-ci, vraiment pour moi, elle est spéciale parce que voilà, le tout acier, c'est particulier. Et c'est vrai que la céramique, alors ça c'est encore un autre débat, mais toutes les nouvelles Rolex, que ce soit Pepsi, etc., enfin, toutes les céramiques, en fait, la céramique, ça se patine pas, ça vieillit pas, ça, tu vois, ça, c'est quelque chose qui restera toujours, tu vois. C'est pas la même chose que des montres qui prennent de l'âge et de la bouteille. Là-dessus, je suis c'est pas que je suis dubitatif, mais il y a deux choses. D'abord, on ne sait pas ce que le cérachrome et la céramique des autres que celle de Rolex adviendra dans 40 ans. Hein. Les seuls qui savent aujourd'hui, en fait, ils ne le savent pas. Ils supputent, et c'est normal, parce qu'ils vendent du vintage avec des lunettes et des inserts en aluminium, etc., qui patinent. Moi, j'en sais rien. C'est vrai que c'est peu probable, mais on n'en sait rien. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'il y a aujourd'hui un premium sur le marché, sur le vintage patiné, jusqu'à des trucs juste sordides, tellement c'est moche et abîmé. Personne ne sait non plus ce que ce sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce que dans 20 ans, on ne se dira pas « Non mais attends, moi je veux un neuf de stock, mais vos vieilleries toutes trafiquées, etc. » C'est plus le truc. J'en sais rien. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'on reste dans une unité de temps. Il y a 20 ans, tu voulais un chrono sport, auto, aviateur, machin, etc. Les Breitling étaient sur la façade, sur la vitrine, et les Rolex, elles étaient au fond. C'est vrai. Ça a bien changé. C'est vrai. Hein, ça a bien changé cette donne. Quel est le petit détail sur cette montre que tu préfères? Tu as parlé du chrono, tout ça. C'est quoi, là, si tu devais retenir vraiment quelque chose qui pour toi
symbolise toute l'affection et l'émotion que tu as avec cette montre. C'est le cadran, enfin toute la continuité en acier, quoi. En fait, Ouais. si tu veux, c'est vraiment, il y a une sorte voilà, on a l'impression que c'est une pièce qui est vraiment unique, qui est taillée de manière, voilà, vraiment. Et c'est vrai que par rapport à celle que j'ai en fond blanc, avec. Ah bah oui, là, voilà, t'as clairement un insert. Exactement. En céramique qui vient par-dessus. Là, c'est pareil, techniquement, sauf que c'est complètement intégré, tu as l'impression que c'est qu'une pièce. C'est qu'une pièce. Il y a ça. Et puis après, le petit détail, bon, après, c'est le cas de toutes les Daytona. J'aime bien la petite, voilà, en rouge, là. Je trouve que c'est... Le petit cosmographe Daytona, pardon, en rouge, au-dessus du sous-cadran à 6 heures. C'est ça. Je trouve que c'est sympa. J'aime bien ce côté, voilà. Mais autrement... Oui, après le polymiroir, bon, ça reste. Ouais, ça va. Ça va. Tu la portes souvent ? Pas souvent, non. Non. Je change tous les. En fait, j'ai quelques pièces, donc évidemment le coffre, etc. Donc j'essaie de changer tous les trimestres, tous les semestres, ça dépend. Donc, ouais. Donc tu changes pas tous les jours ? Non. Ok. T'es plutôt à, je la porte quelques semaines, quelques mois, puis après je passe à autre chose. Exactement. Les amis, je pense qu'on va en savoir plus sur tout ça, sur le cheminement de Daniel. C'est parti pour la séquence souvenir. Alors Daniel, si je me trompe pas, parce que les amis, parfois vous vous moquez de moi, mais alors attends, 96, truc un peu, t'as quoi, t'as 48 ? Non, je vais avoir 45 ans. 45, ah ouais, 45, c'est une date. Voilà, ouais. C'est une date, hein. Ouais. Ok, donc tu as eu pour ta première belle montre, pour ton mariage, tu t'es C'était fiançailles en 2001. Tiens, alors, merci beaucoup. Fiançailles 2001, 2001, donc voilà, une Breitling. Breitling chrono. Ouais, chronomate. Alors je voulais spécialement... Tu voulais la ramener, mais tu l'as oublié. Non, j'aurais pu la ramener, ouais. J'aurais pu la ramener, c'est vrai, mais ce fera l'objet d'un prochain passage. Bracelet rouleau, donc qui est vraiment très sympa, avec, tu sais, la petite horloge là de fuseau horaire, là, très sympa. Donc avec un fond blanc, donc c'est vraiment une pièce sympa. Donc la Dato, c'était pour les... moi je suis né en 76, 2002, donc j'avais presque 26 ans. Ouais. Voilà, donc je vais avoir 45 ans le mois prochain. Donc ça, c'était ta première belle montre, mais plus jeune. J'ai un souvenir, alors spécifiquement, je devais avoir, c'est mon grand frère qui m'avait ramené ça des États-Unis. Je devais avoir autour de 8 ans, je crois, donc en 84. Et c'était une Swatch, en fait. Et c'était une Swatch, alors de mémoire, c'était fond noir avec la trotteuse blanche, en fait. Ouais, ok. C'était ça. Okay. Et donc pas spécialement d'attrait, on va dire. Non, c'était... Donc ça a démarré en fait avec un cadeau. C'est ça. C'est exactement. Un bel objet pour marquer un événement important dans sa vie quand même, les fiançailles. Et c'est ça qui t'a mis Alors ça a été t'a mis dans l'embarras. Alors ça a été un des éléments déclencheurs, sachant que effectivement, enfance, tout ça, Swatch, et puis après, adolescence, Casio avec boutons, enfin, tu vois, toutes les montres avec plein de boutons, etc. Quand je commence à arriver à l'âge adulte, donc, un peu l'entourage, des amis d'amis, tu vois, etc. Il y a eu donc l'été qui a précédé mes 20 ans où j'ai vu la Daytona sur cette personne. Et il y a eu en fait aussi, enfin dans les éléments qui ont vraiment accéléré, alors c'est assez drôle parce que je crois qu'on en avait parlé, j'ai eu l'occasion de travailler pour un monsieur dont tu as reçu le fils ici dans le cadre d'une offshore. Oui, Grégory. Grégory, voilà. Tout à fait, avec la Audemars Piguet Royal Oak Offshore. C'est ça, exactement, et que je salue, même si on ne se connaît pas, enfin, j'étais surtout proche de son frère. Et donc, j'ai eu le plaisir et la chance de travailler pour son papa. Et en fait, c'est quelqu'un qui était passionné de montres, vraiment. Et je pense qu'il a contribué, quand tu voyais sur son poignet, au quotidien, des belles pièces, etc., il a contribué à vraiment... Ça t'a inspiré ? Beaucoup. T'en as discuté avec lui ou c'était une inspiration, tu vois, discrète, informelle ? Alors avec lui, j'avais évidemment, c'était mon employeur, donc
forme de respect, même s'il savait que j'aimais ça, plutôt avec son fils, avec qui j'étais très proche à l'époque, que j'ai un peu perdu de vue depuis, donc une vingtaine d'années. Oui, qui était son fils aussi, qui m'a un peu expliqué, qui m'a un peu montré, etc. Et donc c'est vrai que la offshore qu'il a eue, j'ai déjà vu et même manipulé. Donc non, ça fait partie en tout cas des souvenirs, des éléments qui ont fait que je suis vraiment rentré là-dedans. Ouais. Et puis après, c'est comme tout, dès que tu commences à mettre le pied... Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que t'es le premier qui l'évoque. Il y a quoi ? On a à peu près 200 invités qui sont passés sur la chaîne. Hein. On n'a pas encore dépassé la 100e de Petite Montre entre amis, mais t'es le premier qui évoque finalement une rencontre avec quelqu'un qu'on pourrait qualifier de mentor. Tu vois, qui t'a éduqué, une sorte de parcours initiatique, etc. Et c'est vrai que quand on arrive à regarder l'horlogerie, même moi dans mon entourage, hein, vous parlez de montres et tout ça, puis le truc de guignol et de bouffon. Et puis quand on y vient sur l'histoire, les innovations, la R&D, la sociologie, la conquête du temps, l'astronomie, l'astrologie, la politique, la religion, le calendrier, et qu'en fait tout ça, c'est le petit truc qu'il y a là quand même, et donc on peut être attiré par l'horlogerie sous tous ces angles-là. Puis après il y a le côté aussi, je veux me la péter, je veux me la donner, j'ai une belle montre, un truc, un machin, c'est en or, ça clignote. Enfin, je veux dire, ça c'est la partie montre. Puis après tu prends les réseaux sociaux, t'as pas de montre, puis tu fais les mêmes choses sur un réseau social. Donc à un moment ou à un autre, il y a une dimension aussi psychologique, de personal branding, etc. Avoir l'opportunité, comme tu as eu, de voir cette diversité, de voir toute la complexité qu'il y a derrière, tellement c'est difficile de fabriquer une montre. Les amis, si parfois vous vous dites « ouais, mais je ne sais pas trop », etc., justement, documentez-vous et vous verrez bien qu'en fait, il y a plein de façons d'aborder ce sujet. Les amis, on arrive où ? On arrive quasiment aux 12 heures, hein, c'est-à-dire la moitié de ce 24 Hours Rolex at Dailicious, et donc forcément, on commence avec le célèbre quiz. Alors, attention, les amis, on va se régaler. En plus, il a dit quelques trucs où je me dis qu'en fait, il est plus pointu qu'il n'y paraît, notamment sur cette Daytona, ou alors sur la Daytona en général. Alors, est-ce que tu es prêt ? Allons-y. Alors, tu sais qu'il y a 3 questions, il n'y a pas de règlement, il y a une casquette à gagner, il la voit, elle est derrière la caméra, elle est là, et si t'es bon, tu pourras repartir avec la casquette Dailicious. Alors, je ne sais pas combien il y a eu d'épisodes de Petites Montres entre amis avec des Rolex, mais bon, il faut les trouver les questions. Hein. Donc là, là, on est un petit peu plus large que simplement Rolex. Alors, avant de s'appeler la Rolex 24 à Daytona, les 24 heures de Daytona s'appelaient dans les années 70-80. Réponse A, 24 Hour Smurf Race, donc les 24 heures de la Schtroumpf, hein, si vous préférez. Réponse B, Batman Goes 24 Hour at Daytona. Oui. Réponse C, 24 Hour Pepsi Challenge. Je dirais la réponse C. Donc, le Rolex 24 Hour à Daytona d'aujourd'hui, hein, mois de janvier 2022, les amis, fin janvier. Avant, ça s'appelait 24 Hour Pepsi Challenge. C'est ce que je pense. Réponse C. Bonne réponse, les amis. Il est bon. Tu le savais ou tu t'es dit les 2 premières réponses, c'est complètement bidon? Je me suis dit les 2 premières réponses, c'est complètement bidon. C'est vrai? Franchement, 24 Hours Pepsi Challenge. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, ils sont partout, Rolex. Hein. Franchement, non, Pepsi, voilà. Ouais, Pepsi, ouais. La boisson, le soda américain, concurrent de Coca, les amis. Est-ce bon pour la santé? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça fait partie de l'American Way of Life et qui était le sponsor principal tout à fait. De cette course. À l'époque, Rolex était déjà le chronométreur de la course, mais en tout cas, ça ne s'appelait pas comme ça. Donc, bonne réponse, tu mènes 1-0. Beau démarrage, les amis. Théa, une bonne réponse de la victoire. Hein. Mais comme on a compris que c'était un bagarreur et que c'est le chemin qui l'intéresse, je suis sûr qu'il veut gagner 3-0. Alors, deuxième question.
Quel était le nom de la voiture pilotée par Malcolm Campbell, l'un, si ce n'est le premier ambassadeur de la marque Rolex, lors de son record de 396 km/h sur Daytona Beach, vraiment donc sur la plage. Il avait une bagnole, une espèce de truc absolument magique, une fusée. Réponse A, Blue Angel. Non. Réponse B, Blue Arrow. Réponse C, Bluebird. Bluebird. Wow! Putain, le mec, il veut absolument gagner la course. Vous savez d'ailleurs que pour le gagnant du Rolex 24 à Daytona, comme aux 24 heures du Mans, il y a une Rolex Daytona Tout à fait. à gagner. On pourrait même dire que c'est le coup du chapeau, puisque ce sera une 3e pour toi. Ouais. Mais avant ça, il faut que tu répondes positivement D'accord. à la 3e question. Bien sûr, c'était la Bluebird. Blue Angel, c'est le nom de la patrouille de l'armée de l'air américaine. Voilà, patrouille de France pour les Français. Après, il y a les Red Arrow, il y a tout un tas de choses pour chaque pays qui ont une aviation militaire. Blue Arrow, par contre, je n'ai rien trouvé sur le sujet. Voilà. Donc la fameuse Bluebird, Ouais. Malcolm Campbell. Bon, est-ce que tu es prêt pour remporter la triple couronne? Je vais... Daytona, tout Indianapolis, Sebring, triple couronne américaine. Alors, et je pense, tu as dit un truc tout à l'heure qui me fait penser que tu vas savoir. T'es prêt? Ok. Je lui mets une énorme pression. D'accord. Et d'ailleurs, on me dit à l'oreillette, ouais, pas de casquette si pas de 3 de 0. Oh non. Voilà. Aïe, 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 ils sont durs à la production. Oh là là. Alors, cherchez l'erreur parmi ces autres Daytona. La Triumph Daytona, la Bizzarini Daytona, la Tag Heuer Daytona. Tu peux essayer de poser des questions, je lui ai mis une pression de malade. Donc sur ces 3 noms de produits, ce sont des produits qui ont été commercialisés. L'un n'existe pas. Réponse A, Triumph Daytona. Réponse B, Bizzarini Daytona. Réponse C, Tag Heuer Daytona. Je dirais la B. Bizzarini Daytona. Tu crois pas du tout à ça? Et pourquoi Triumph Daytona, ça te dit quelque chose? Ouais, c'est une moto. Triumph, ils n'ont pas fait que des motos. Ils ont fait des voitures aussi. Donc Triumph Daytona, pour le coup, c'est une moto. Ouais. Voilà. Bizzarini Daytona, Tag Heuer Daytona. Tu restes sur la réponse B? Est-ce que je reste sur la réponse B? En fait, Tag Heuer, ils ont fait appeler, quand même... J'appelle un ami. Tu veux appeler Paul Newman? J'hésite entre B Il est au ciel, il peut t'écouter. Ouais. J'hésite entre la B et la C, mais... quand même, Tag Heuer, ils ont fait... Bon, allez. Disons la C. Réponse C, Tag Heuer Daytona? Oui. Aïe, 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 il est tombé dans le panneau, il a été... ça me rend triste, les amis, là. Triomphe Daytona, 1966, première moto, dernier modèle sorti en 2016, quelque ça, tu te rends compte, plus de 50 ans. 60 ans même pour une Triumph. Un Triumph fait des motos, effectivement. Pour moi, ce sont des autos. D'accord, TR3, TR4, TR5, etc. Triumph, 6, 7, etc. Ouais. Ils ont fait une Triumph Daytona. Tag Heuer Daytona, là, ça me déçoit parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans la chaîne. Il y a une Tag Heuer Daytona sortie au milieu des années 70, très ronde, avec un Valjoux 7750. Ouais. Honnêtement, 3000, 3005, une superbe montre que vous ne verrez au poignet de personne, absolument magnifique. Et non, la mauvaise réponse était Bizzarini Daytona. Les amis, Bizzarini, c'est un ancien ingénieur, mécanicien de chez Ferrari qui est parti. Voilà, chez Ferrari, début des années 60, et qui a monté sa propre marque, Bizzarini, donc superbe auto, look italienne de sport, une tuerie, avec à l'intérieur un gros moteur V8 Big Block américain comme ISO,
toutes ces belles autos, etc. Et, ouais, et le lien, forcément, c'était la Ferrari Daytona. Mais là, si j'avais mis Ferrari Daytona, tout le monde sait à quoi ça ressemble, les amis. Superbe auto qui, justement, avait été lancée par Ferrari pour célébrer le triplé à Daytona qu'ils avaient réalisé en 73 de mémoire. C'était la voiture de la série de flics à Miami, en fait. C'était ça, hein. Au début, bien sûr, et après ils sont passés sur la Testa. Ouais. Est-ce que les amis, c'est ce que j'ai lu, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que tu es au courant pourquoi ils ont changé de voiture? Non, je ne sais pas. Alors pourquoi? Ce que j'ai lu, et à plusieurs reprises, donc il semblerait que ce soit vrai, c'est que compte tenu des cascades et des problèmes et de tout ce qui pétait, etc., c'était pas une Ferrari Daytona, c'était une fausse. Ferrari l'a su, il dit attendez, c'est pas possible ça, vous pouvez pas faire ça, etc. Et donc ils ont changé d'auto. D'accord. Est-ce la réalité ou non, les amis? Voilà. Donc là, on a il y avait Ricardo Tubbs et l'autre c'était Don Johnson. Voilà. Bon, écoute, t'es Ricardo, je suis Don ou inversement, comme vous voulez, les amis. Vous l'avez compris, on est là pour le fun. Ça te va si tu repars avec la casquette quand même? Plaisir. Et là, vous vous rendez compte, les amis. Là, il est sur le podium avec la casquette Daily Shoes et là, Rolex Daytona au poignet. Il n'a pas gagné ce Rolex 24 Daytona Hat, petite montre entre amis, mais il a quand même la casquette. C'est beau les amis, bravo à toi. Merci. Tonnerre d'applaudissements. On enchaîne sur la séquence surprise. Et oui, figurez-vous, vous l'avez compris, vous le savez maintenant depuis quelques semaines, il y a une nouvelle séquence dont la vocation est de découvrir ensemble et de faire réagir Daniel avec un modèle que j'ai spécifiquement choisi pour lui aujourd'hui. C'est une montre chronographe, une marque magnifique mais ambiguë, qui a un très très beau chrono, historiquement, le Chopard 1000 Miglia chronographe, mais ce n'est pas ce modèle-là que je te présente aujourd'hui, c'est la Chopard Alpine Eagle XL chrono, les amis. Donc forcément, là, il n'a qu'une photo pour réagir et nous dire ce qu'il en pense. Alors, comment tu la trouves? Comment je la trouve Il y a tout de suite beaucoup d'enthousiasme. Hein. Non, elle est sympa. Elle est sympa. Après, il faut voir vraiment ce que ça donne au poignet. Et puis, Ah bah oui, mais attends, là, t'es comme si t'étais sur un catalogue. Hein. Ouais. Là, donc ça veut dire je pense que spontanément, bof. Spontanément, bof. Pourquoi? Alors, parce que déjà, 44 mm, ouais, mais, je me demande... Oui, mais il y aurait écrit 40. 40, imagine, tu vois, là ouais. On réagit sur donc, le design, les amis, vous l'avez compris. Le polymiroir assez fin comme ça, je suis pas très fan. Attends, avant de me dire ce que tu n'aimes pas, est-ce que ça te va d'essayer de me dire ce que tu aimes? Non, enfin, j'aime bien ce que j'aime déjà, c'est au niveau de la trotteuse, la partie en rouge là comme ça. Le bout de la trotteuse. Le bout de la trotteuse qui est sympa. Ouais. Ça c'est sympa. Après, les vis comme ça disposées. Qu'est-ce qui t'emballe pas? Je pense que c'est la forme générale. Ouais. Il y a. Forme générale, c'est-à-dire là, t'as un bracelet intégré, ça te convient pas, ça? Si, mais en fait, c'est la forme générale, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, tu vois, alors on a un peu des codes, etc., mais ça rappelle un peu du... Ça veut rappeler un peu du Audemars, mais tu vois, c'est pas octogonal, c'est pas... Donc... Qu'est-ce que tu penses de la marque Chopard? Pour toi, s'ils font des montres ou ils font des bijoux? Non, je pense qu'ils font des montres. Ouais. Enfin, ils font les deux, hein, mais ils font des montres. Tu sais que ce modèle-là, quand tu regardes le bracelet, les vis, les oreilles sur la carrure, d'accord, c'est complètement inspiré, mais en droite ligne, d'un modèle des années fin des années 70, début des années 80 de Chopard, qui s'appelait la Saint-Moritz. D'accord. Tu vois, donc c'est pas du tout inspiré d'une Royal Oak ou d'une Nautilus. D'accord, ça vient de leur propre ADN à eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, c'est ce que tu vois. Hein, c'est ça. Non, le fond bleu, moi j'adore le bleu. Hein. De toute façon, ça se voit. Le bleu, j'adore, ça c'est clair. Je trouve que
Il y a ça, il y a le bout de la trotteuse, effectivement. Alors c'est vrai qu'effectivement, les chiffres romains, c'est le chiffre romain. Voilà, Et moi, je trouve, vous vous rendez compte? J'aime bien une montre avec un chiffre romain. Ouais. Il n'y en a qu'un, hein. Il y en a qu'un. Mais c'est pas mal. Tu la trouves pas très très équilibrée en termes de géométrie entre l'axe de ce petit maillon du bracelet miroir et ces vis sur le côté très très géométrique, etc. J'essaye de lui faire voir des trucs, mais t'accroches pas, hein. Ouais, la date... Ouais, la date à 5 heures, comme ça, enfin, en tout cas... 4h30, ouais. Ouais, 4h30. Non, c'est particulier, mais je pense que si... Mais après, il faut l'avoir en main. Mais là, je t'aurais mis n'importe quel autre, tu m'aurais dit, il faut l'avoir en main. Donc, de toute façon... C'est vrai. C'est le sujet. Mais regarde, c'est un calibre manufacture, vraiment designé et fabriqué par eux, hein. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le disent, hein, mais c'est assez rare, hein, que ce soit aussi précisé, designé, usiné, fabriqué, monté, etc. Chez Chopard. Souvent, on comprend que c'est dessiné, designé, puis après c'est fabriqué chez d'autres, comme les calibres manufacture chez Tudor, hein, qui sont fabriqués par Kenissy, quand bien même c'est un cahier des charges exclusif de chez Tudor. Il y a un acier différent, hein. C'est ni le 316 ni le 904, tu vois, c'est un acier Lucene 223, hein, manifestement 70% issu de recyclage et avec un traitement qui fait qu'il est très très dur et extrêmement résistant aux rayures, et par ailleurs qui amène une brillance probablement intéressante quand tu vois les côtés et les pans coupés sur le bracelet, etc. Je pense que c'est une montre qui peut amener pas mal de relief, tu vois, parce qu'il y a t'as un brossé tiré sur la lunette, comme sur le bracelet. Hein. Non, j'aime bien aussi c'est vrai que ces petites pointes de rouge là, je trouve que c'est vraiment... Sur les sous-cadrans. Ouais, sous les sous-cadrans, ouais. C'est sympa. Bah, tu vois, par exemple, ces trois sous-cadrans très très différents l'un des autres, et celui à 6 heures de la petite seconde, qui est plus petit que les autres, contribue, tu vois, je trouve, hein, à titre personnel, à cet équilibre. Et puis cette échelle tachymétrique qui est peu présente, mais qui est là, tu vois, qui, je trouve, pollue pas la lecture. Pour le coup, je ne l'ai pas essayé. Cette montre, j'ai essayé la non chrono, hein, donc la 3 aiguilles date. Alors, 3 aiguilles date comme ça, cadran bleu, vous savez que c'est mon style, hein, c'est assez 70s, etc. J'avais passé un bon moment en l'essayant au poignet. Et je te rejoins, même si là, on ne peut pas réfléchir à ce sujet-là, parce qu'on ne voit qu'une photo. Ouais. Hein, c'est un peu comme quand tu vois une publicité, est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça ne te plaît pas. Et après, je te poserai la question, est-ce que tu irais la voir grâce à ça. Mais c'est vrai que 44, ça peut paraître pas mal, gros, mais je me dis que compte tenu de la carrure qui est assez imposante, et de la lunette qui est également... est importante, le cadran est assez petit, tu vois, en termes de proportion. Et je pense qu'une montre, elle fait d'autant plus grosse, en fait, que la lunette est fine. Tu vois, par exemple, une IWC portugaise, on a l'impression que c'est une grande montre, alors qu'en fait, elle est petite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une lunette qui est extrêmement fine, avec un cadran qui est très, très ouvert. Quand tu regardes ça, comme ça, 17 695 €, tu te dis quoi ? Ça pique. Ça pique, ouais. Ouais. Je pense que tu vas chez Chopard, elle est dispo. Hein. Moi, j'ai plus, chez Chopard, celle qui me vient tout de suite à l'esprit. Alors, c'est la Mille en fait, en caoutchouc, enfin bracelet caoutchouc noir. Ouais. Type Dunlop, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui mais regarde là, regarde, franchement. Regarde l'intégration des boutons poussoirs, extrêmement discrets, tellement discrets, t'as l'impression qu'ils sont pas là, qu'ils sont un peu qui résonnent avec les petites oreilles à 9 heures.
Ah, j'y arrive pas, hein, les amis. Je n'arrive pas à l'embarquer dans ce délire. Tu vas aller là. C'est pas du tout parce que c'est pas une Rolex ou pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec la marque. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème. T'accroches pas. Ouais, je pense que effectivement. Bah après, ouais. Il faut, voilà, une fois de plus, faut voir sur ce que ça donne, en physique, quoi. Ouais. Mais t'imagines là, tu l'essayes. Tu sais, tu as de l'expérience, de la maturité sur le sujet. Tu sais que tu peux te faire fissurer et te dire waouh, putain, mais c'est possible. Elle déchire cette montre. Ouais, c'est possible. Ah ouais. C'est possible. Ça m'est déjà arrivé. C'est beau, les amis. Ouais. Combien tu lui mets de 0 à 10 Allez, de 1 à 10, hein, parce que 0, c'est du jamais vu, les amis. En 7. 7 sur 10 ? Ouais. T'es un bon client quand tu mets des notes. Ah non, mais c'est... Ouais. Est-ce que tu penses, au fond de toi, tu me dis oui, tu me dis non, on est entre nous. Enfin, entre nous, je veux dire, il n'y a pas de mal. Hein. Est-ce que tu te dis, c'est une belle montre, mais c'est pas ma cam ? Ou alors tu te dis, non, moi je trouve pas que c'est une belle montre, et mécaniquement, c'est pas ma cam. Non, c'est une belle montre, mais c'est pas ma cam. Ok. Ce qui explique que tu mets un 7 sur 10. Oui. Ouais. Non, c'est sûr que c'est une très belle montre. Ok. Après, voilà, je pense que de prime abord, il n'y a pas de coup de cœur, on va dire. Il n'y a pas de coup de cœur. Okay. Mais c'est une belle montre, c'est sûr. Elle existe en cadran noir, en cadran gris de mémoire, et peut-être même en cadran blanc, les amis, avec un traitement sur justement le cadran en type iris d'aigle. C'est vraiment un truc intéressant, et ce que je trouve sympa dans la discussion qu'on a là, c'est qu'effectivement, finalement, tu as un petit peu de mal à exprimer, à dire ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas, etc. Mais c'est toute la difficulté pour une marque, n'importe laquelle, de réussir à sortir un produit sur le marché et qui fait mouche tout de suite, où on va pas vous dire « ouais, non, mais ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, etc. » C'est super compliqué. Et puis l'autre réalité, c'est que une montre en acier, certes, avec un acier mieux que celui du voisin, certes, c'est qu'une montre en acier, 17 695 €, waouh. Et là, on voit bien qu'on est sur un marché qui, de plus en plus, va vers le haut pour aller chercher des marges, parce que les volumes sur l'entrée de gamme sont de plus en plus difficiles à faire avec l'arrivée des montres connectées. C'est pas simple. Et tu vois, je m'étais dit, c'est dans la gamme de prix d'une Daytona, mais non, une Daytona, mettons de côté que c'est pas trouvable, ou en tout cas c'est difficile d'en acheter une. C'est combien une Dayto 116 500 116 500, 12 000... 12 000 et quelques. 12 004, 12 005. Voilà. Et ben là, c'est toute l'histoire de la puissance des marques. Quasiment 18 000 € pour une Chopard. Ça fait 6 000 € de plus qu'une Rolex. Eh bien, il y a forcément, et tu l'as dit très justement, et ça fait partie des acquisitions, quand on sort d'une boutique avec une Rolex... au pire, on n'a pas perdu d'argent, au mieux, elle en a déjà gagné. C'est probablement plus difficile pour d'autres marques. C'est bien dommage parce que, regardez les amis sur leur site internet, tout ce qu'il y a dans cette montre, c'est pas moins 10 ans qu'une Rolex Daytona. Et pour autant, c'est difficile d'embarquer les gens et de se dire « waouh, je vais mettre cette somme-là dedans ». Moi, personnellement, je trouve que c'est réussi, les amis, mais vous connaissez mon goût pour ce type de montre. On s'est régalé, les amis, avec cette nouvelle séquence surprise avec la Chopard Alpine Eagle XL Chrono. On enchaîne pour la séquence suivante, recto verso. Parfait. Alors, mon cher Daniel, on a compris que tu aimais bien les motos. J'aime bien, ouais. T'aimes bien, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te passionnent, qui te font vibrer à titre personnel ? À titre personnel, j'adore le tennis, en fait. Ouais. Donc je pratique de manière régulière et fréquente. Ouais. Voilà, c'est le truc qui me plaît bien. En compète ? Non, entraînement et puis des parties avec des partenaires. J'ai pas tellement le temps de faire de la compète, de faire des tournois. Les amis, quand il me dit ça, je me dis qu'il a un petit look de John McEnroe. Franchement... T'es gaucher comme lui ? Non. Hein ? Non, je suis pas gaucher, je suis droitier. T'es pas gaucher, ouais. Tu joues depuis combien de temps au tennis ? Une quinzaine d'années. J'ai commencé assez tard, ouais. Ah ouais ? Ouais. Attends, une quinzaine d'années, t'as démarré à 30 ans ? C'est ça.
Ah, c'est vachement 30 original ans, ça. Attends, t'avais jamais tenu une raquette de tennis avant? Un petit peu, mais sans conviction. Et puis voilà, un peu comme ça. Mais j'avais pas de base, j'avais pas de formation, j'avais pas de tout ça. Donc en fait, si tu veux, à 30 ans, j'ai vraiment pris des cours collectifs Ouais. un peu particuliers, etc. Puis j'ai progressé. Et tu joues tous les combien? A priori, je joue 2 à 3 fois par semaine. Waouh! Ah ouais, non mais t'es un tennis addict grave. Addict, ouais. Ouais. C'est un truc qui me plaît bien, ouais. Ok. Bonne question les amis. Est-ce que Daniel est comme Rafael Nadal? Il joue avec sa Rolex Daytona au Bah poignet? non. Non, je joue pas, j'aime pas avoir d'objets, enfin tu vois, même, je sais plus comment on appelle ça, là, les bracelets là, pour la transpiration, etc. J'en mets pas. J'aime bien être vraiment complètement... Tu mets le bandeau, nu, le bandeau à la patte cache? Non? Non plus. Ah. Je prends une serviette. Ah, les amis, excusez-moi, Mais, c'est un peu daté comme exemple. Il y a sûrement des jeunes joueurs qui jouent avec des bandeaux, mais à l'époque, il n'y avait pas de cache. Aujourd'hui sur le trucs circuit, comme ça. c'est assez drôle. Ouais. Il y en a quelques-uns. Ouais, il y en a quelques-uns, c'est sympa. Non, j'aime bien ne rien avoir. Alors c'est vrai que effectivement, normalement les montres, c'est fait pour aussi faire du sport. Hein. Ouais. Mais non, j'ai l'habitude de vraiment de rien, d'enlever toute montre. Et non, c'est un sport que j'aime bien, ouais. Franchement, c'est un sport que j'aime bien. Alors, sans aucun rapport avec... parce que je sais que maintenant, il y a des tournois, enfin, depuis quelques années, qui sont sponsorisés, bien sûr, par Rolex et puis d'autres marques de montres, mais sans aucun rapport. J'aime ce sport-là. Tu regardes le tennis à la télé? Ouais, beaucoup. Ouais. T'as regardé la finale de Flushing Meadows avec Djoko? T'étais pro Djoko ou... Non, j'étais pro l'autre côté. Ouais, Medvedev? Ouais, vraiment. Vraiment, parce que effectivement, alors faut pas oublier que on est sur des niveaux de joueurs de jeu complètement exceptionnels et Djoko, c'est probablement un des plus grands, etc. Donc c'est incontestable et bravo à lui et à ce qu'il fait. Moi, j'étais plus pour l'autre parce que j'aime bien l'énergie de l'autre. Faut pas oublier que l'autre n'avait pas perdu un set sur tout le tournoi. Il a un jeu qui est un peu singulier. C'est quelqu'un qui finalement devient sympathique, parce qu'il n'était pas très bien vu au départ. Et puis il a fait des coups absolument merveilleux. Et puis c'est vrai que Djoko, je pense qu'il a un peu cédé sous la pression de l'exploit historique qui était attendu. Quoi. Le Grand Chelem calendaire, tous les tournois du Grand Chelem la même année, Australie, Roland, Wimbledon, Flushing Meadows. C'est ça. Ça a été fait sur 2 années distinctes, puis le seul qui l'a fait en calendaire, c'est Rod Laver. J'allais dire Stan Smith, les ennemis, qui a une belle carrière, un beau, mais effectivement Rod Laver, qui était présent d'ailleurs à New York, au cas où, ça aurait été quand même, qui a fait quand même magnifique. Et qui a réalisé cet exploit en 62, en 69. Mais bon, à ces époques-là, ça n'avait rien à voir. Le tennis n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Alors, il n'avait rien à voir, certes. La question que je me pose toujours, c'est en fait c'est pas qui est plus grand, parce que ça veut rien dire, c'est pas les mêmes époques, mais en fait c'est le rapport avec la concurrence. Voilà. Oui. Quelle était la concurrence de Rod Laver à cette époque-là? Et est-ce que le niveau de concurrence, évidemment, c'était pas le même physique, c'était pas les mêmes durées de match, c'était complètement différemment, c'était pas les mêmes athlètes, il n'y avait pas la même préparation, il n'y avait rien. Et en fait, le sujet, c'est est-ce que ta concurrence était plus faible? Voilà, je sais pas. Je pense qu'il y a des générations comme ça. En fait, mécaniquement, déjà, c'est juste une question matérielle, c'est-à-dire que effectivement, à l'époque, le tennis était beaucoup plus confidentiel, n'avait pas du tout la même résonance, pas du tout le même public, pas la même audience, pas le même marketing, etc. Donc ça, c'est déjà une chose. Ça intéressait moins les gens. Et puis aussi, il y avait tout simplement une question de proximité, de déplacement. C'est-à-dire que l'Open d'Australie, en fait, déjà les grands chelems à l'époque, donc l'ATP n'existait pas, et les grands chelems à l'époque, c'était en fait sur invitation. Bien sûr. Et l'Open d'Australie, on n'invitait que des Australiens, tu vois. Donc c'était un tournoi d'Australiens. Rod Laver est australien. Et en fait, si tu veux, c'était vraiment, voilà, il fallait se faire un peu inviter, il fallait se faire un peu coopter, il fallait... C'est pas comme aujourd'hui avec un classement, avec, tu vois, là. Donc, je ne mésestime pas, au contraire. Et puis, voilà, c'est des gens comme ça. Et d'ailleurs, Stan Smith, c'est lui qui a remis le trophée. Donc, c'est évidemment des époques incroyables. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'effectivement, que ce soit les vitesses, les performances, le niveau physique des joueurs, enfin, c'est absolument
colossal ce qu'ils arrivent à faire et vraiment une telle beauté. Je suis un petit peu, je trouve que le match, en tout cas de cette finale, ça a été un peu à sens unique. Bien sûr. C'est un peu décevant parce que j'attendais plus d'opposition. Mais bon, Djokovic a été dominé. Je veux dire, 3 fois 6-4, c'est inédit, quoi. C'est une défaite sèche. Ouais. Et puis, effectivement, 4 grands chelems d'affilée, 7 matchs par grand chelem. Donc, en fait, ça fait 28 au total. Il en a gagné 27 sur les 28. Enfin, ça reste une performance absolument dingue. Et voilà, donc il réalisera peut-être ce grand chelem, en tout cas, je lui souhaite. Mais c'est vrai que c'est un joli millésime cette année de Flushing Meadows, en tout cas. Et puis, les amis, voilà un beau passionné de tennis avec une trajectoire, somme toute, originale. C'est-à-dire démarrer le tennis à 30 ans et jouer 3 fois par semaine. C'est ça. Et être fan c'est vraiment un truc intéressant. Comme quoi, les amis, tous les chemins mènent à Rome. C'est ça. C'est exactement la même chose sur l'horlogerie. On peut adorer ça jeune, et puis ou démarrer plus tard, et puis abandonner le truc pendant 20 ans, puis après redécouvrir. Peu importe, c'est ça la magie de l'horlogerie. Avant de terminer, les amis, bien sûr, on va en savoir plus sur les projets de Daniel. C'est parti pour la séquence ta prochaine montre. Alors, t'es en... Attends, avec tout ce que tu nous as raconté sur les AD, les trucs, les machins, il n'y a pas une ville d'Europe où Daniel n'est pas en liste d'attente. Hein pas exagérer. Non, quand même pas. Non, j'exagère. Non. C'est toujours les mêmes, un peu les mêmes endroits. Hein. Alors, je ne vais pas citer de noms, etc. Oui, non, mais peu importe. Mais là, t'es en liste d'attente, là ? Ouais, liste d'attente, en Suisse essentiellement. Hein. Ouais. En Suisse essentiellement. Ouais, parce que c'est un endroit parce qu'on peut trouver encore. Vous franchissez une porte d'une boutique. Vous pouvez trouver une Datejust, vous pouvez trouver une Dipsy, ça existe. Hein. Vous pouvez trouver, Alors, c'est vrai que des modèles un peu professionnels, que ce soit Sub, que ce soit Detto, etc., moins, mais c'est tout à fait possible de l'avoir assez rapidement. Laquelle ou les 2-3 sur lesquelles tu es ? Alors, celle dont tu rêves, petit 1, ton Graal ou pas, entre guillemets, celle où tu es en liste d'attente et tu as les... Tu vois, t'as les vibrations où tu te dis le coup de fil ou le mail ne va pas tarder. Ouais. Alors je pense qu'il y en a 2 en fait, essentiellement. Donc liste d'attente. Et voilà, je pense que celle dont je rêve vraiment, alors c'est pas une Rolex, c'est une Aquanaut. Voilà. Ah les amis, enfin, non mais à un moment je me suis dit il n'y a que des Rolex. À part la Breitling de ses fiançailles. Donc une Aquanaut. Ouais, une Aquanaut, c'est vraiment celle dont je rêve depuis... Laquelle ? La 5167A, la classique. Ok, donc 3 aiguilles date. C'est ça. Bracelet rubber. Tout à fait. Voilà. Vraiment, celle-là, c'est celle dont je rêve depuis un petit moment déjà. Donc en Suisse ? En Suisse, ouais. Ouais. Tout à Ça fait combien de temps que tu es sur la liste d'attente ? Je pense que... Alors celle-là, on va dire que j'ai commencé à entreprendre des démarches il y a bientôt 2 ans. Ouais. En début d'année prochaine, ça fera 2 ans. Et j'ai vraiment noué un contact avec un AD en début d'année, fin d'année, début d'année 2020-2021. Donc et je pense que je devrais peut-être l'avoir sur le 4e trimestre. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est un peu ton... C'est un peu ton rêve. Oui. Et justement... Moi, ce qui n'est pas du tout mon comportement, d'aller me mettre en liste d'attente, vous le savez les amis, moi je suis plus seconde main, vintage, etc. Donc moi j'apprends tous les jours avec vous les invités, bien évidemment. Tu vois, tu te dis, tiens, celle-là, why not ? Et je suis pas sûr, mais comme elle est très compliquée à avoir, je me mets en liste d'attente. Tu vois ? Donc est-ce que tu bourres les urnes, entre guillemets, ou c'est pas cette mécanique-là ? Non, c'est pas cette mécanique-là. Il faut vraiment que j'ai quelque chose, vraiment que j'ai une envie, quelque chose, une vraie attirance, parce que quand tu vas chez Rolex aujourd'hui, tu as énormément de modèles que tu sais compliqués à avoir, notamment les nouvelles qui sont sorties en septembre 2020, les différentes couleurs là. J'ai oublié, je sais pas si c'est des Datejust ou pas. Enfin, globalement aujourd'hui toutes les Rolex. Septembre 2020, il y avait les nouvelles Submariner. Ouais, les nouvelles Submariner, 41, etc. Ouais. Bon, non, faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Okay. Et voilà, et bien souvent,
Et alors ça, c'est aussi une de mes caractéristiques. C'est valable même dans les séries télé. Je vais te dire, j'ai découvert un truc formidable, et tu te rends compte que le truc formidable, il est sorti en 2015, tu vois. C'est ça le truc. Je mets un temps d'adaptation. Et en fait, l'Aquanaut, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que vraiment, c'était un modèle que je voulais vraiment, vraiment. Bien plus que si je pouvais avoir la Nautilus qui n'est plus produite maintenant. Mais c'était un vrai modèle. Qui est pour plus la 5711 cadran bleu. Cadran bleu, Elle est sortie en vert, t'as la 5712, ça reste des Nautilus aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, 5712 qui est très belle aussi. L'Aquanaut 5167, c'est celle-là. Oui. Et une autre sur laquelle tu es en liste d'attente la Pepsi. Pepsi. Ouais. Pepsi, que vraiment, donc, c'est Pepsi, pour le bracelet. Bracelet jubilé. Oui. Ouais. T'as pas peur qu'elle clignote un peu trop, celle-là? Écoute, je l'ai déjà vue à plusieurs reprises chez des gens, etc. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très belle. Ouais. Moi, j'ai un feedback, les amis, vous me direz ce que vous en pensez, de quelques personnes que j'ai pu croiser autour de moi, où on échange petit à petit, etc. Je pense que c'est globalement une montre qui ne se porte pas. Bracelet jubilé, lunettes cérachrome très brillantes, boîtier brillant, modèle ultra reconnaissable. Tu as forcément le Cyclope, donc de toute façon c'est tout de suite une Rolex. Mon sentiment, évidemment, moi j'habite en région parisienne, etc., c'est qu'elles ne sont pas souvent au poignet. Mais ça, ce n'est qu'un sentiment, etc. Après, tu penses c'est une belle montre, un truc, un machin, elle te plaît. Elle me plaît. Il n'y a pas de souci. Franchement, elle me plaît bien plus que la Batman en jubilé. Ouais. Alors sachant que moi j'ai déjà une Batman bracelet classique, polymiroir. Donc, mais celle-ci, quand elle est sortie, elle m'a vraiment interpellé. Bien interpellé. Donc à voir. Voilà, c'est ces deux modèles-là. Ça veut dire que là, tu as un AD qui t'appelle et qui te dit Daniel, on a la GMT Master 2 Pepsi bracelet jubilé, t'y vas. Oui. Voilà. C'est ça la réalité. Tout à fait. Et si t'appelle en te disant on l'a pas, mais par contre, on a reçu une Submariner 126-610, t'y vas ou pas? Parce qu'en fait, ce que j'ai ouï dire et entendu, c'est quand tu es en liste d'attente, tu es en liste d'attente pour ça, puis il y a alors l'exemple n'est peut-être pas le bon, parce que j'allais te dire avec une Batman, et tu m'aurais forcément dit non, entre guillemets, mais tu seras en liste d'attente pour une Sidwaller, et là on peut t'appeler et te dire j'ai une Sidwaller Biton. Tu vois, c'est pas forcément la référence, ça peut être le modèle. Voilà. J'irai l'essayer, mais c'est pas sûr. Ouais, mais c'est pas sûr que je me positionne en fait. Faut vraiment que ça me convienne, quoi. Les amis, on attaque. On est à la ligne droite. On voit le drapeau à damier qui se présente. Et oui, c'est la fin de ce Rolex 24 Hour at Petite Montre entre amis, avec un équipage de ouf malade. Satanas ou Diabolo, Don Johnson, Ricardo Tubbs, vous l'appelez comme vous voulez. Daniel nous a partagé son avis avec au volant de sa Rolex Daytona, référence 116-520, cadre en noir. Si vous avez envie de participer comme lui, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis un formulaire sur www.danichus.fr. Vous me dites de quelle montre vous voulez parler, puis on s'organise avec les différents formats de la chaîne pour faire quoi? Partager un bon moment, parler d'émotions, découvrir des nouveaux modèles, et parler de ce qu'on aime et pas de ce que l'on sait. Allez, salut les amis, salut Daniel, ciao, bye bye. Merci. On a les fous du volant, là, c'est bon, ça, Diabolo, c'est Satanas. C'est Satanas et Diabolo. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà.